Canap 54, bienvenue à tous. Merci de nous suivre en direct de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la RDC. Je suis autour de cette table, dans ce beau cadre d'Adonic Center, accompagné de 3 journalistes. Il s'agit de Rachel Mouawa, à qui je dis bienvenue. Merci beaucoup, Trinidad Acha. Bonjour. Nous avons également Eric Saïdi qui a répondu présent. Merci et bonjour. Et enfin, nous avons Christelle Kassongo. Bienvenue. Oui, merci Trinidad. C'est toujours un honneur de pouvoir échanger autour de l'actualité qui concerne la République démocratique du Congo. Et déjà, je dis bonjour à nos téléspectateurs. Plusieurs sujets d'actualité sur notre table. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Nous parlerons également du budget exercice 2024. Nous parlerons élections 2023. Nous parlerons de coup d'État et pour finir de l'Ukraine, la guerre en Europe. Nous commençons avec Rachel Mouawa. Oui, Trinidad, merci beaucoup. Parlons d'abord du budget, Rachel Mouawa. Le budget 2024 connaît un accroissement de 24,7% par rapport à celui du budget de 2023. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est une bonne nouvelle pour notre pays, pour la République démocratique du Congo, pour le gouvernement de Warriors, comme on aime l'appeler. C'est une bonne nouvelle. On voit que le travail se fait. Mais il y a aussi des inquiétudes, il faut le dire, parce que de l'autre côté, on se demande, le budget est vu à la hausse, mais il y a un problème de taux de change qui ne cesse de s'accroître. Est-ce que c'est une utopie ou bien c'est une réalité qui nous présente réellement que c'est revu à la hausse et que les Congolais peuvent aussi bénéficier de ça? C'est ce qu'on pouvait se demander, on pouvait se poser comme question. Samalou Kondé, le chef du gouvernement, a déposé un budget de 16,6 milliards de dollars américains sur la table de Christophe Mbosokodia à l'Assemblée nationale. Un accroissement. Que dire, Eric Saïdi? Oui, mais je vais retourner encore en arrière. Il faut que nous, Congolais, qu'on se regarde en face. Est-ce qu'on est dans la fiction ou bien on est dans la réalité des choses? Si aujourd'hui les montants que moi j'écoute seulement, que j'écoute depuis que ce gouvernement est installé, ce n'est pas taquiner ce gouvernement parce que c'est notre gouvernement. Mais est-ce que le chiffre que les gouvernements nous donnent, est-ce que la population en bénéficie? Est-ce que c'est vraiment réel ou bien c'est une fiction? Tu vois, donc moi, je serais un peu étonnant de voir qu'il y a un chiffre très élevé du budget au moment où la population continue à vivre dans les calvaires. Moi, je dirais que peut-être ce sont peut-être un chiffre donné pour les candidats qu'ils puissent se préparer aux élections de 2023, ou bien peut-être moi. Mais si c'est le cas de la population, en tout cas, moi je dirais peut-être ça serait peut-être du blague et tout et tout. Mais en réalité, il y a une carte qui est cachée là, que les Congolais ne savent pas. Une carte qui est cachée, Madame Christelle Kassongo. Et de votre côté, qu'en dites-vous? Alors, on ne peut qu'encourager des avancées significatives. Et c'est vrai que ce budget a été élaboré, je pense, en tenant compte de la réalité du Congolais, c'est-à-dire on traverse une situation sécuritaire très, très difficile. Et je pense que, vu que le Premier ministre lui-même a dit que ce budget tenait compte des recettes. Alors là, je vais peut-être lire quelque chose. Le Premier ministre a insisté sur l'accroissement de 45% des crédits alloués par exemple aux investissements, la régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions qui consomment plus de la moitié du budget exercice 2022, renforcement de part de crédit dans le secteur de la défense. Alors, je pense qu'ils ont tenu compte d'un bon nombre de choses. Je ne peux qu'encourager, mais j'aimerais bien qu'on reste vigilant. Parce qu'on a toujours applaudi ces genres d'avancées dans notre pays, mais après, dans la réalité, on constate des petits désagréments. Donc voilà, nous pouvons qu'encourager des avancées, mais je souhaiterais qu'on reste vigilant. Merci beaucoup. Je suis sûre que votre message est passé. Parlons des élections 2023. Pensez-vous qu'il y a crédibilité déjà dans l'organisation des élections, Rachel Mouawa? Si on pouvait se dire qu'on doit tenir compte
de notre Constitution. On doit tenir compte du respect de notre Constitution et du calendrier électoral. Oui, on va vers les élections qui sera un certain mercredi 20 décembre 2023. Ça va se passer comment? On se demande, est-ce que les Congolais aujourd'hui sont prêts à aller aux élections? C'est une question. Est-ce que les Congolais aujourd'hui sont prêts à donner encore une nouvelle chance aux dirigeants qui étaient là, qui nous ont dirigés pour qu'ils nous dirigent encore? C'est une question. Que pensez-vous? Sont-ils prêts? C'est une question. Bon, je me pose ces questions-là et puis je me mets dans la peau des Congolais pour dire que les élections, oui, bien et bien, auront lieu à la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de mouiller les maillots, les politiques mouillent les maillots pour aller aux élections. Les candidats présidents déposent déjà leur candidature, il y aura élection, mais on ira aux élections avec un ventre affamé, avec l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, il y a eu la rentrée parlementaire pour la session de septembre 2023, la dernière session de députés nationaux qui ont été choisis en 2018. Est-ce que ces députés-là, qui n'ont que 3 mois aujourd'hui, ils reviennent de leur base après les vacances parlementaires? Ils peuvent dire que 3 mois qu'il reste, en 3 mois, ils peuvent encore faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, la population est lésée, la population pleure. Il n'y a pas assez de confiance. La population ne reflète pas une belle image. La crédibilité, oui, nous demandons à la CENI, parce que la CENI, c'est un organe indépendant. Que la CENI fasse bien les choses. Que la CENI soit au milieu du village. Que dire du glissement? Vous pensez qu'il y aura glissement ou pas? Bon, je ne dirais pas glissement, parce que je vois déjà il y a des processus qui sont déjà en cours. On a assisté au dépôt des candidatures pour les élections nationaux et puis pour les provinciaux et communaux. Et aujourd'hui, maintenant, c'est les tours de l'électorat présidentiel. Donc, moi, j'ai continué à donner confiance parce que la CENI, dans ses processus, il est en avance. Et alors, ce que moi, je vais dégoûter, c'est quoi? Ce que moi, je vais dégoûter, c'est quoi? C'est les candidats. Les candidats que les partis politiques ont recrutés. Est-ce que ces jeunes gens, parce qu'on parle des renouvellements de la classe politique, oui bien sûr, et est-ce que ces candidats-là, ces jeunes-là ont été formés? Parce que si on parle des renouvellements de classe politique, on voit tout. Là où il y a détournements, là où il y a mauvaise gestion, donc tout on va renouveler. Maintenant, ces jeunes-là ont été formés par qui? Parce qu'on a vu comment les jeunes ont été recrutés rapidement, uniquement pour éteindre les seuils. Vous voyez. Donc, est-ce qu'on doit donner la chance? Non. Pour glissement, parce que moi je vois côté FCC qui continue toujours à résister, qui ne crédibilise pas le bureau de M. Kadima, et côté Lamouka qui est un peu oui, un peu non, et du côté aussi LGD, il y a toujours oui, non, tu vois. Donc, moi, je ne vois pas de glissement parce qu'il y a déjà des candidatures qui sont déjà alignées. Il y a M. Matata Pogno, il y a Denis Mukwege qui continue encore de réfléchir selon lui, et puis il y a Constant Moutamba qui a déjà déposé sa candidature. Donc, moi, je ne vois pas qu'il y ait peut-être, je ne sais pas parce que c'est lui, à ces temps-ci, qui a la maîtrise. Il y aura glissement, il n'y aura pas glissement. C'est M. Kadima et le président de la République. Merci beaucoup. Christelle Kassongo, la position des opposants, que dire? Bon, je pense que finalement, les opposants ont déjà déposé pour certains leur candidature. Déjà que Martin Fayoulou Madidi, hier, a été comme bousculé par ses partisans pour aller déposer sa candidature et il va le faire, en tout cas, d'après ce que nous avons suivi. Restons d'abord dans sa position. Qu'est-ce que vous pensez de cette position? 1, 2, 3, je vais aux élections. 1, 2, 3, je ne vais pas aux élections. Et puis, ça a lésé plusieurs cadres de les citer.
Oui, sur ce plan-là, franchement parlant, je n'ai pas beaucoup apprécié cette manière de faire de Martin Fayulu, parce que je pense qu'il aurait pu avoir du temps à se concerter avec ses partisans et à mettre les points sur les i pour ne pas qu'on assiste à ce théâtre, excusez-moi. Ça aurait toujours été mieux qu'un leader ait une communication franche avec ses collaborateurs. Soit ils vont tous déposer leur candidature, soit c'est non. Moïse Katumbi a déposé sa candidature qui était connue depuis très longtemps. Donc sur Moïse, je ne fais pas beaucoup de commentaires parce qu'il avait déjà une position bien claire. Donc nous attendons les élections et je pense que les opposants savent ce qu'ils font en ce moment. Nous attendons les élections. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre troisième sujet. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, une situation précaire auquel beaucoup les observateurs émettent en fait leurs opinions. Nous parlerons de l'état des sièges. L'état des sièges, Rachel Mouawa, a-t-il un impact pacifique, un impact sur la pacification plutôt de l'Est à la République démocratique du Congo? Que pensez-vous? Après le changement du gouverneur militaire, on peut dire qu'il y a toujours de quoi, hein. C'est une situation sécuritaire, on ne va pas beaucoup faire de commentaires parce qu'on n'est pas expert militaire, mais en voyant la situation d'une manière claire, d'une manière littérale, on peut dire qu'il y a de quoi. Nous voulons la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. On n'est pas content de voir chaque fois des images horribles de la partie est de la République démocratique du Congo. Nous voulons lancer un cri d'alarme au ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Monsieur Jean-Pierre Bemba, vous avez cette charge. Vous avez cette charge de revoir, de peaufiner des stratégies pour la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous croyons qu'avec le nouveau gouverneur militaire, il y aura aussi beaucoup de choses qui vont se faire. Il y aura aussi beaucoup de stratégies. Parlons du remplacement du commandant du gouverneur militaire Constant Ndima par Peter Chirimwami. Alors, doit-on dire que Constant Ndima a failli dans sa mission parce que son remplacement a eu lieu après le carnage du 30 août dans l'affaire Ouazalendo? Ce n'est pas seulement faillir, seulement parce qu'il y a ce qui a été à Goma, ce qui s'est passé à Goma. Non. Mais l'état de siège, ce n'est pas un résultat à qui les gomatraciens peuvent espérer. Vous voyez. Donc la question de changer M. Constant Ndima, le général, mettre le général Peter, pour moi je vois que c'est la même chose. Donc c'est déshabiller, oui, c'est déshabiller Saint-Pierre et puis habiller Saint-Paul. Tu vois, donc il n'y a rien du tout. Seule chose qui est là, c'est nous Congolais, parce que nous Congolais, nous sommes dans une situation de... Donc c'est une distraction, quoi. Bon, ce n'est pas une distraction parce que nous faisons la défensive, tu vois. Ok. Maintenant, pour trouver une paix, c'est nous les Congolais. Parce que si vous regardez dans les M23, il y a des Congolais qui sont là-bas. Il y a des Congolais qui sont là-bas. Vous voyez. C'est maintenant nous, Congolais, qu'on devrait prendre conscience et dire non, ok, parce que la guerre qui est là, c'est une guerre qui est économique. Et maintenant, on va dire que non, ok, mettons fin à cette histoire, ok, vous, soit en disant nos agresseurs rwandais, ok, on ne peut pas encore accepter votre offre. C'est à ce moment-là. Même vous pouvez prendre ma personnalité et puis qui est M. Saïdi aujourd'hui, que tu sois général au Nord Kivu, et je vais assumer l'ordre. Parce que tous les Congolais sont d'accord à ne pas accepter l'offre des M23. Parce que les Congolais, s'ils acceptent aujourd'hui que les M23 continuent à nous faire ce qui est là, c'est parce que nous, aujourd'hui, Congolais, on n'a pas encore parlé le même langage. Au moment où nous, Congolais, on doit parler le même langage, je crois que ce sont de petits problèmes avec les M23. On va tout, dans un petit temps, et terminer.
C'est ça. Donc, changement des général est constant et puis vers M. Peter. En tout cas, moi, je vois que ce n'est pas vraiment une solution que les grands Kivu doivent retrouver sa paix. Non, c'est pas ça. Ok, restons toujours sur la même lignée. Madame Christelle Kassongo, que dire du responsabilité du Congolais par rapport à l'état de siège? Alors, la responsabilité, pour moi, du Congolais par rapport à l'état de siège, c'est que nos frères congolais doivent être francs, transparents. Et quand je parle de frères congolais, je vise en ce moment principalement nos autorités, d'abord. Parce que ce sont aussi nos frères congolais. J'aimerais bien que nos autorités, qui seraient peut-être d'une manière ou d'une autre impliquées dans ce problème, puissent vraiment faire un effort de lâcher. Parce que, excusez-moi de le dire très clairement, nous étions à Goma en 2012 et nous étions invités à voir des réfugiés congolais au Rwanda. Parce que ils sont passés à Goma et devaient aller au Rwanda. On nous parlerait des réfugiés congolais. Arrivés sur place, ce ne sont pas des Congolais que nous avons trouvés de manière générale. Donc, alors, il y a une histoire qui a circulé. Je ne confirme, je ne sais pas affirmer complètement ce que je dis parce que je n'ai pas beaucoup de preuves, mais j'étais là sur place. Je relate ce que j'ai vu. Alors, il y a eu des personnes, déjà, tenant compte de la morphologie, ce n'étaient pas des Congolais. Alors, l'histoire qui circulait, c'était carrément des Rwandais. L'histoire qui circulait, il y a eu une politique ou un business à haut niveau. Il fallait l'argent au HCR pour pouvoir, entre guillemets, soutenir les réfugiés congolais qui allaient au Rwanda, mais qu'il y avait de l'argent à soutirer de cette opération. Alors là, je dirais déjà à nos autorités, avec tout l'amour, efforçons-nous d'avoir l'amour du pays. Parce que ce sont nos frères qui meurent à l'est du pays. Je vous dis, j'ai été là, ce n'était pas facile d'interviewer un Congolais sur la situation de l'Est. On vous dira carrément, Bouti Kinshasa, vous venez ici, vous ne connaissez pas notre situation. Pourquoi qu'est-ce que vous venez faire? Laissez-nous, on est habitués à la guerre. Donc ce sont des réactions qui font très mal. Et je pense que pour des personnes qui ont un certain cœur, ils devraient faire un effort. À nos frères congolais qui ne sont pas ancrés dans la politique, je dirais carrément, dénonçons le mal. Voilà. Dénonçons les mal. Merci beaucoup. Alors, nous passons carrément à l'international, au sujet international. Nous allons plus précisément en Afrique pour parler des coups d'État, ces phénomènes qui refait surface à chaque fois dans quelques pays de l'Afrique. Rachel Mouawa, pensez-vous déjà que le coup d'État, parlons plutôt de ceux qui condamnent et ceux qui ne condamnent pas. Il y a la France qui a condamné les Niger, qui a condamné le Mali et le Burkina Faso, mais qui n'a pas condamné le Gabon. Que dire de sa façon, en fait, de sa position? Ouf, la France, on parle encore de la France, qui n'a pas condamné le coup d'État du Gabon. Bon. L'autre fois, on a reçu le président français ici à la République démocratique du Congo. On a fait la lecture de sa position face à la situation, surtout de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ses propos étaient clairs. Et la situation de guerre en République démocratique du Congo, c'était une responsabilité de nous-mêmes. Nous-mêmes, Congolais, on devait prendre nos responsabilités. Mais peut-être c'est ce que la France aussi veut dire avec les coups d'État. Donc, nous devons prendre la responsabilité nous-mêmes. Ok, passons à monsieur Eric Saïdi. Ce virus de coup d'État, pensez-vous que ça va encore continuer dans d'autres pays et pourquoi? Je ne serai pas savant, mais ce que moi je dirais, c'est quoi? Il faut que les dirigeants africains respectent ce qui est écrit dans leur constitution. C'est très important. Vous voyez. Et l'Afrique, c'est un terrain de jeu pour les Occidentaux. Vous voyez. Et maintenant, au moment où il y a ceci,
C'est parce que l'Africain ne décide pas seul. L'Africain décide souvent s'il y a un appui derrière. Et c'est quel appui? C'est l'Occident. Vous voyez. Aujourd'hui, si ce n'est pas l'Occident, c'est la Russie qui décide maintenant. Et voilà. Donc, on doit continuer toujours comme ça. On doit continuer toujours comme ça. Si aujourd'hui, nous les Africains, nous ne prenons pas une décision, une disposition qui est non avec l'Afrique, ok, nous choisissons, nous allons marcher comme ça. On doit changer des choses. Les minéraux que les Français envisagent ici, les minéraux que la Russie a besoin, c'est ici en Afrique. Les États-Unis, c'est toujours ici en Afrique. Et maintenant, au moment où nous, Africains, on doit décider que non, full stop avec nos minéraux, maintenant, on doit commencer à fabriquer des missiles et tout, et tout, et tout. C'est nous, la grande puissance du monde. C'est nous qui devons commencer maintenant à installer des présidents en France, en Belgique, partout, parce qu'on a des minéraux stratégiques ici en Afrique. Et on n'a rien à envier ce qui est en Europe. C'est pour cela, sans se connaître ce que vous êtes, vous allez continuer à être esclave de celui qui sait qui vous êtes. Vous voyez? Donc, si aujourd'hui, on se retrouve que non, c'est nous la puissance, l'Afrique c'est la puissance, ok, vous les Occidentaux c'est seulement et tout, ok, on doit stopper cela. Alors, Christelle Kassongo, que dire du Congo, Brazzaville? Vous pensez qu'il va bientôt emboîter les pas de coup d'État? Alors, je dirais déjà que Emmanuel Macron lui-même parle d'un vent de coup d'État en Afrique. Alors, le constat, c'est que ce sont visiblement les présidents qui ont passé beaucoup d'années dans la gestion de la chose publique. Alors, ce sont ces présidents qui sont visés. C'est simplement pour dire quoi? Selon ma lecture personnelle, je dirais que l'humain déjà se lasse à un moment donné. Quand on revoit le même visage qui revient, la même façon de traiter revient, il y a certaines personnes qui ont certes apporté des transformations, de l'amélioration dans les États, mais quand il s'agit de passer à un référendum, à des élections, je pense qu'il faut laisser place aux élections, comme il se doit. Il ne faut pas toujours que ce soit les mêmes personnes qui reviennent. Voilà pourquoi d'autres se lassent, commencent à créer des coups d'État. Donc je pense que nos dirigeants africains, qui ont longtemps œuvré dans ces présidences, doivent comprendre ça. Donc, et surtout qu'ils vont déjà en âge, ils avancent en âge. Donc il y a un temps où il faut prendre sa retraite. Voilà. Merci beaucoup et parlons de l'Europe. Traversons vers l'Europe, en Ukraine, la guerre en Ukraine. Une guerre qui, jusqu'aujourd'hui, continue toujours. Que dire à ce sujet? Alors, la guerre en Ukraine continue, c'est vrai. Cela a des retombées également sur l'économie ici en République démocratique du Congo. Le Premier ministre en a parlé. Alors, je dirais déjà que lorsque nous observons des guerres à répétition, ça cache toujours quelque chose. Ce n'est pas en vain qu'on arrive à créer des guerres. Et après la petite expérience que j'ai eue à l'est de la République démocratique du Congo, ma lecture, c'est que il y a derrière cette guerre une forme de convoitise qui ne dit mot. Il y a une forme de convoitise qui ne dit mot. Il faudrait qu'on ait encore beaucoup plus, qu'on fasse beaucoup plus de recherches, des investigations sur cette guerre, parce que il faut le dire que l'Ukraine participe également à beaucoup d'avancées dans certains pays, notamment le nôtre. Ils ont opté pour la guerre, mais la guerre ne finit pas. La guerre ne finit pas parce que il y a toujours quelque chose qui est caché. Il y a toujours un agenda caché. Il y a la guerre, pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose. Ils se disputent de quelque chose. C'est cette chose-là. Merci beaucoup. Pour finir, dernière question, Eric Saïdi, doit-on croire à une attente entre Poutine et Zelensky? Zelensky est sous les directives de Washington. Et Poutine, qui veut aussi
planter sa suprématie en Ukraine. Donc, pour lui, si aujourd'hui une base militaire américaine s'installe en Ukraine, c'est déjà un grand danger pour la Russie. Vous voyez, c'est ça les choses qui sont là. Et puis, chose grave, c'est depuis l'annonce de l'Ukraine à l'OTAN, bon, la Russie se trouve maintenant menacée, vous voyez. Et la Russie ne peut pas accepter qu'une base militaire américaine soit installée en Ukraine. Jamais, jamais, parce que la Russie va se sentir maintenant, non, cette fois-ci, je suis menacé, ma sécurité n'est pas. C'est ce que vous voyez, tout ça, c'est suite à ça. Donc, c'est la loi de la force, la loi des suprématies. La Russie ne veut plus être ces petits-là. Vous voyez? Voilà, c'est sur cette note que va prendre donc fin notre édition spéciale sur Canaf 54. Restez branchés à nos programmes. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos chaînes partenaires. Pour un regard positif de l'Afrique, cette émission vous avait été présentée à partir de la République démocratique du Congo à Kinshasa précisément. Je suis Trinidad Acha. Au revoir et à un prochain numéro. Merci. À très bientôt.